Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, je voudrais ce soir quitter l'Europe et m'intéresser aux émeutes du parc Hibiya à Tokyo en septembre 1909. J'utiliserai, pour comprendre ce qui s'est passé, le texte de Ludovic Nodo, intitulé « Le Japon moderne », paru chez Flammarion à Paris en 1908. Le 1er et le 2 septembre 1905, la vérité transpira enfin. Pas un drapeau, pas un hurrah. Le silence et la consternation. Tokyo semble en deuil. Le partage de Sakhaline lui cause une amère désillusion, mais que dire de l'évanouissement de cette indemnité espérée par toute la nation? Le 4 septembre, tous les journaux publiaient contre les membres du gouvernement des injures violentes, d'ignobles attaques personnelles. On les sommait de se suicider par le harakiri. Un meeting de protestation était organisé pour le lendemain à Hibiya Park. En fait, il faut savoir que le meeting fut interdit par les autorités. Les agents criblés de pierres battaient en retraite et les citoyens, au nombre de plusieurs milliers, occupaient Hibiya Park. Des gens distribuaient en grand nombre des petits drapeaux surmontés d'une étoffe noire. Et c'était là une preuve évidente que cette échauffourée avait été, pendant les journées précédentes, organisée par de mystérieux conspirateurs. Les bureaux du Kokumin, le Peuple, c'est un journal pro-gouvernemental, furent envahis, saccagés. Les gardiens de la paix devaient bientôt lâcher pied. Leur autoritarisme cassant et blessant avait été jusqu'alors supporté avec une apparente indifférence par le peuple. Mais voilà que tout à coup, les petits despotes battus, rossés, passés à tabac, lapidés, étaient chassés de leur poste et que les émeutiers incontinents pétrolaient et enflammaient. Les enfants, les adolescents étaient, de tous les manifestants, ceux qui se montraient les plus acharnés. Les manifestants parvenaient à incendier l'une des ailes de l'immeuble, donc l'immeuble du ministère de l'Intérieur. Plusieurs pompes à incendie étaient en hâte amenées, mais aussitôt des milliers de cailloux s'abattaient sur elles. 2 compagnies de la garde impériale se rangèrent devant le ministère, mais les soldats, après s'être alignés, demeurèrent inertes. Des patrouilles de cavalerie circulaient dans la ville au petit trot. Il me semble évident qu'elles ne faisaient aucun effort pour disperser les insurgés. La nuit fut alarmante. Les bandes, loin de se disperser, grossirent. Des colonnes de feu, des gerbes d'étincelles, des lueurs tragiques s'emparèrent du ciel. Dans tous les quartiers à la fois, les postes de police flambèrent. L'émeute, dès le matin du 6, paraissait dégénérer en un soulèvement social et en un mouvement antichrétien. Des hordes d'indigents, parmi lesquels on remarquait de nombreux Kurumaya, ce sont donc des tireurs de pouce-pouce, assaillaient les tramways électriques. Un flot d'émeutiers se précipita vers l'église de l'armée du Salut et l'incendia. À 11 heures du soir, une autre bande assaillait subitement l'école catholique française et la livrait aux flammes. Mais dans la nuit du 7 au 8, l'état de siège fut proclamé. Le souverain, c'est-à-dire le seul homme qui put alors exercer sur tous une autorité indiscutée, donna-t-il des ordres personnels aux généraux. En tout cas, le 8 au matin, l'armée prit soudain une attitude ferme. L'émeute se tut, s'évanouit, se vaporisa, s'escamota, sans qu'on sût ce qu'elle était devenue. L'ordre a été rétabli sans qu'aucun coup de feu ait été tiré.
Essayons de comprendre ce document, en le présentant tout d'abord. L'auteur est Ludovic Nodo. C'est un journaliste qui avait effectué un long séjour au Japon. Son gros livre, 404 pages, rompait clairement avec la tradition du japonisme. Celle-ci s'était développée en France après le voyage au Japon, en 1876, de l'industriel Émile Guimet, accompagné du peintre Félix Régamet et les diverses relations qu'ils en firent. On admirait le Japon pour son exotisme, son étrangeté. Les peintres impressionnistes adoptèrent la technique des aplats pratiquée par les grands maîtres japonais. Et la mode des estampes érotiques, les shunga, fit que Zola en décora l'escalier de sa demeure parisienne, tout en les qualifiant de fornication furieuse. En 1887, l'énorme succès du roman de Pierre Loti, Madame Chrysanthème, 25 rééditions en 5 ans, qui devait conduire en 1904 à l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, confirmait cette vision d'un Japon enfermé dans son passé et son étrangeté. Chez Loti, cette image était ouvertement méprisante. Le Japon, selon lui, était petit, vieillot, à bout de sang et à bout de sève, je le cite. Et les Japonais étaient d'incurables singes. Nouvelle expression donc utilisée par Loti. La victoire du Japon contre la Russie en 1905 obligeait les Européens à modifier profondément leur opinion. C'est le but de Nodo. Son regard est celui d'un Européen intelligent et inquiet. Aussi ce texte présente-t-il un intérêt exceptionnel. On y parle du Japon et non plus de son reflet occidental. Alors maintenant, dans quel contexte s'inscrit le document que je vous ai lu? Les émeutes du parc Hibiya du 5 au 7 septembre 1905, que décrit Nodo, ouvrent une ère, je cite donc, de la violence populaire, selon la formule de l'historien japonais Miyashi Masato, qui se prolonge jusqu'en 1918. Tokyo est le théâtre de 9 émeutes très graves qui se situent au sommet d'une pyramide faite de centaines de manifestations, meetings et chauffourées dans le pays tout entier. On compte des dizaines de milliers de participants et dans 4 cas, le ministère ne survit pas à la crise ainsi soulignée. L'idée d'un Japon tenu d'une main de fer et de Japonais respectueux et soumis à la loi et aux rites sociaux doit être abandonnée de toute évidence. Ces événements spectaculaires se situent au centre de ce que l'historien américain Gordon appelle la démocratie impériale, qu'ils vont nous aider à mieux définir. Dans les 2 tiers des cas, ces émeutes urbaines commencent au parc Hibiya avant de s'étendre à la ville tout entière. Ce parc est le lieu privilégié du théâtre politique japonais. Il le doit bien sûr à son emplacement central, près du palais de l'empereur. Des grands journaux, une grande gare et du croisement des 2 principales lignes de tramway, de plusieurs ministères, dont celui d'Intérieur, et d'un des théâtres kabuki les plus célèbres. On sait que le répertoire de ces acteurs est volontiers satirique et politique, au point d'avoir subi, à diverses reprises, la censure des autorités. Le parc Hibiya est un lieu populaire aussi à cause de son histoire. Inauguré en 1903, il est de conception européenne ou nord-américaine et constitue le premier espace ouvert au peuple dans la capitale, les autres lieux publics étant religieux ou cérémoniels. Le peuple s'en est emparé et en a fait un de ses lieux de rassemblement favoris. Ainsi, durant la guerre sino-japonaise, diverses associations non gouvernementales y ont organisé des meetings et célébré des victoires. La fermeture du parc par les autorités le 5 septembre est considérée par la population comme illégale, voire même anticonstitutionnelle. Or, l'annonce des effets de la médiation des États-Unis dans la guerre russo-japonaise,
qui aboutit le 5 septembre 1905 à la signature du traité de Portsmouth, entraîne dans le pays tout entier et dans toutes les couches de la société un très vif mécontentement, apparu dans la presse, très lu, le Japon ne comptant que très peu d'illettrés durant les jours précédents. Nombreux sont les journalistes et les politiciens qui estiment ce traité honteux. La guerre a été dure. 600 000 soldats ont été tués. Les finances sont au plus bas. On comptait sur un succès éclatant. Or, il a fallu, sous la pression internationale, et notamment américaine, renoncer à la moitié nord de Sakhaline et à une très importante indemnité de guerre. C'est dans ce climat de patriotisme débridé, je dirais irresponsable, l'armée russe battue à Port-Arthur, Tsushima et Mukden était cependant loin d'être vaincue, et si son gouvernement baissait les bras, c'était surtout à cause de la révolution qui avait éclaté dans la partie européenne de la Russie. C'est donc dans ce climat de patriotisme débridé que les 30 000 manifestants qui se rendaient au parc Ibiya, à l'appel de divers politiciens et journalistes, pour exprimer leur mécontentement, trouvent porte close. Ils les forcent et frappent les policiers qui cherchent à leur interdire d'entrer. La suite est parfaitement décrite dans l'excellent récit de Nodo, qui est lui-même un témoin oculaire. Après avoir présenté le document, il s'agit maintenant de passer à son explication. Et je commencerai par les acteurs, avant, dans un deuxième temps, à étudier les origines de ce que l'on pourrait appeler la démocratie impériale, entre guillemets. Commençons donc par les acteurs. Et tout d'abord, la police. La police, et par conséquent le ministre de l'Intérieur, est impopulaire. On assiste, depuis le début du siècle, à la mise en place de l'îlotage policier à Tokyo, avec multiplication de minuscules postes de police de 1 ou 2 pièces avec 1 ou 2 policiers. Ces policiers sont ainsi très près de la population. Ils essaient notamment de réglementer une circulation, encore assez anarchique. Et on l'amende et le coup de plat de sabre facile. Le sabre est leur arme à cette époque-là. Ils sont particulièrement détestés des tireurs de pouce-pouce et des jeunes. À l'issue des émeutes, 70% des postes de police de Tokyo auront été totalement détruits. Après avoir dressé ce portrait des policiers, il s'agit maintenant de passer aux tireurs de pouce-pouce, justement. Les tireurs de pouce-pouce ont profité des émeutes pour détruire 15 tramways. Ceux-ci sont apparus en 1903 et leur font concurrence, bien que les tarifs pratiqués soient très élevés, près de 10% du salaire d'un ouvrier qui les prendrait pour aller travailler. On compte 5% de tireurs de pouce-pouce parmi les 311 manifestants arrêtés, alors que ces travailleurs ne forment, avec leur famille, que 2% de la population de la capitale. Leur comportement s'apparente à du ludisme. À chaque émeute urbaine, jusqu'en 1918, ils détruisent entre 10 et 30 tramways. S'agit-il d'une manipulation? Y a-t-il eu une manipulation politicienne? Il ne semble pas. Certes, les émeutes ont été très violentes, 17 morts parmi les manifestants, 528 blessés hospitalisés et 500 blessés du côté des forces de l'ordre. Certes, il y a eu aussi des manifestations de rue, des rassemblements et des émeutes le même jour à Yokohama, à Kobe et dans 42 des 44 préfectures du Japon. Certes, on signale de nombreux discours prononcés par des orateurs de qualité et la présence de divers hommes de main et agents électoraux de politiciens, les shoshi. Par la suite, d'ailleurs, on poursuivra devant les tribunaux un certain nombre d'entre eux. Mais leur discours n'est pas provocateur. Ces orateurs affirment que ces manifestations étaient légitimes, qu'il fallait un gouvernement constitutionnel, que le peuple, Kokumin, devait disposer de la liberté d'expression et de réunion, que la volonté populaire devait être exprimée. Les manifestants arrêtés sont des gens du peuple et de la toute petite bourgeoisie urbaine. 28% sont de petits commerçants.
donc des commerçants de rue, 25% des artisans, 9% des travailleurs de la construction, 9% des travailleurs de transport, 14% des ouvriers d'usine. Les étudiants et lycéens ne sont que 3% et les employés 4%. Il n'y a pas de femmes. Deuxième point, les origines de la démocratie impériale. Je vous ai dit que je mettais ces termes entre guillemets. S'agit-il donc d'une manifestation pour l'élargissement du droit de vote? Ainsi pourrait s'éclairer ce type de mouvement. Il s'agit d'une intervention des exclus masculins du droit de vote qui forment la base du courant demandant la réforme électorale qui ne sera obtenue qu'en 1925 avec l'instauration tardive du suffrage universel masculin. Ils payent des impôts et diverses taxes urbaines et dénoncent les cliques politiciennes corrompues. Ils sont venus manifester sans qu'il soit besoin d'une organisation pour les mettre en mouvement. Les articles de journaux, un sentiment d'indignation, la conviction que leur action était légitime ont suffi. L'attitude passive des troupes confirme cette analyse. Soldats et officiers ne se seraient pas comportés de la sorte en face de vulgaires émeutiers. Il est important de noter par ailleurs que cette revendication vaguement démocratique s'exprime dans un cadre de soutien à l'impérialisme et à l'expansionnisme. Il est intéressant aussi de voir l'autorité de l'empereur, il s'agit de Mutsuhito, l'empereur Meiji. Dès qu'il intervient, il ramène ordre. C'est cela précisément, là, entre guillemets, démocratie impériale et ses contradictions originelles. On se trouve quelque part sur les limites obscures et changeantes entre le populisme et l'aspiration démocratique. Il est temps de conclure. Dans les années qui suivent immédiatement ces événements, le parc Hibiya fut à 4 autres occasions le point de départ d'une émeute, dont les caractéristiques furent analogues à celles que nous venons d'analyser. Du 15 au 18 mars 1906, des milliers de gens manifestent contre une hausse du tarif des tramways, détruisent une trentaine de véhicules, mettent à sac les locaux de la compagnie. Celle-ci renonce provisoirement à la hausse. Les manifestants avaient dénoncé, par la même occasion, la clique bureaucratique du parti au pouvoir, les Seiyukai, et souligné les liens étroits entre le ministre de l'Intérieur, membre de ce parti, et les directeurs de la compagnie des tramways. Du 5 au 8 septembre 1906, dans le cadre de l'anniversaire des premières émeutes du parc Hibiya, entré ainsi dans la mémoire populaire, des milliers de personnes détruisent à nouveau des dizaines de véhicules et de postes de police. Il y a 113 arrestations. Les tracts, appelant à ce rassemblement qui avait dégénéré, dénonçaient une nouvelle hausse des tarifs du tramway comme anticonstitutionnelle. Le même motif réunit dans les mêmes lieux 20 000 manifestants le 11 février 1908, date mythique de la fondation de l'Empire par l'empereur Jinmu. Le 7 septembre 1913, enfin, un nouveau rassemblement dans le même parc se termine par une attaque en règle contre le ministère des Affaires étrangères afin d'exiger une politique de force en Chine. En parallèle de ces actions, en un autre lieu, devant la Diète, des dizaines de milliers d'habitants de la capitale avaient manifesté le 10 février 1913 et le 10 février 1914 pour un gouvernement constitutionnel, ce qui signifiait alors, entre autres, le suffrage universel, mais aussi, à nouveau, pour une politique de force en Chine. Dans les deux cas aussi, il y a eu des centaines de blessés, quelques morts, 253 en 1913 et 435 en 1914, arrestations, des troubles à Osaka, Kobe, Hiroshima, Kyoto, Osaka. Des députés ont été molestés. Ainsi, ces expressions bruyantes et désordonnées de ce que Gordon appelle la démocratie impériale traduisent en clair la montée d'une opinion publique urbaine, dynamique, mécontent du cadre étriqué de la Constitution de 1889, mais respectueuse de l'empereur et attachée à l'expansion coloniale.